Bonjour à vous, chers esprits critiques. Martin avec vous. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo aujourd'hui sur l'espace proactif. J'espère que vous allez apprécier le contenu d'aujourd'hui. Si c'est le cas, donnez-nous un like, partagez la vidéo. C'est toujours apprécié. Ça nous permet d'aller chercher des nouveaux esprits critiques, n'est-ce pas, dans ce monde de parasites et de dégénérés. Écoutez, je vous invite aussi rapidement à aller jeter un œil sur notre espace proactif, sur notre site web. Vous allez avoir accès aux vidéos précédentes. Vous allez avoir accès à nos lettres et vous allez avoir accès à nos articles précédents aussi. Donc, très intéressant de jeter un œil. Il y a eu une très bonne question qui m'a été posée ce week-end. J'avais promis d'y répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Jean-Philippe Vital qui me pose la question. Salut Martin, comment se fait-il que le prix de l'or monte et que les actions des sociétés aussi augmentent alors que généralement nous avons vu soit un, soit l'autre? Et j'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui « La rupture ». Et vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais vous présenter les graphiques à venir aujourd'hui. Alors, j'en dis pas plus. On démarre. C'est parti. Donc, au niveau des nouvelles, il y a eu une augmentation au deuxième quart de 2024 de 40% des faillites aux États-Unis du côté des sociétés et aussi du côté des individus. Donc, écoutez, c'est quand même assez important, là, 40%. Et c'est basé sur l'année précédente. Donc, c'est la différence du deuxième quart 2024 versus deuxième quart de 2023. C'est intéressant à surveiller, n'est-ce pas? Ça se marie bien avec le contexte de ce que nous voyons au niveau économique, au niveau international, particulièrement dans nos pays, n'est-ce pas? D'autant plus qu'on voit ici la confirmation en 2024 qu'il y a très, très peu de sociétés qui sont fondées. Donc, de moins en moins d'entrepreneurs qui continuent de vouloir prendre des risques, à vouloir développer des produits, des services pour pouvoir s'émanciper à travers le temps. Il y avait eu une forte augmentation en 2018, suivie de 2019. Et là, on a vu une décroissance dans la création de nouvelles sociétés aux États-Unis. Donc, c'est assez impressionnant de voir à quel point très peu de compagnies ont été créées en 2024 depuis le début de l'année du côté des États-Unis. La perte des épargnes des individus aux États-Unis se poursuit. Donc, c'est une nouvelle que j'avais couverte déjà dans le passé, que je fais un suivi constant. Vous voyez clairement que l'épargne des Américains s'effondre et que de l'autre côté, il y a une augmentation de la dette sur les cartes de crédit, augmentation de la dette hypothécaire et autres. Donc, les individus qui sont dans des conditions relativement difficiles aux États-Unis, et encore une fois, vous avez bien compris que tout ça est très similaire à ce que nous voyons actuellement du côté de l'Europe ou de ce que nous voyons du côté canadien aussi, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons eu la Fed qui a suivi ce que nous avons eu du côté de l'Europe, de ce que nous avons vu aussi du côté du Canada, où la Fed, la semaine dernière, a annoncé une baisse des taux de 0,5 %. Sur le moment, ça a été vu d'une manière positive du côté de Wall Street, certainement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça démontre la volonté de la Fed à vouloir sauver un système qui est en fin de vie. Et c'est perçu à Wall Street en cette fin d'année comme étant une bouée de sauvetage pour continuer d'augmenter la bonification des traders de Wall Street et des sociétés d'investissement et autres. Donc, le message est très clair. Il faut comprendre ici qu'il y a une raison principale pourquoi il y a eu une hausse des taux d'intérêt à la base. Les hausses de taux d'intérêt sont utilisées pour tenter de ralentir l'inflation qui fait mal au pouvoir d'achat des consommateurs, n'est-ce pas? Et là, bien, lorsqu'on capitule du côté de la Fed et qu'on annonce une baisse des taux, c'est parce qu'il y a un ralentissement économique, c'est parce qu'il y a un ralentissement. Et la réalité, c'est qu'on se prépare, tel que je l'avais mentionné déjà depuis plusieurs années, à une prochaine ronde d'inflation qui, avec elle, va s'en suivre un endettement additionnel. Donc, on n'a plus rien à perdre. On repousse évidemment le problème à plus tard. C'est ce que les êtres humains font au niveau psychologique au lieu d'affronter la réalité. Et ce n'est pas différent du côté de Wall Street, les banques centrales, les investisseurs et autres. Donc, le marché boursier suit la même tendance. Et ce qui va se produire, c'est qu'en 2025-2026, nous aurons droit à une hyperinflation, à une augmentation de la masse monétaire qui, par le fait même, est déjà démarrée. Donc, il faut comprendre que actuellement, au niveau politique,
ça a été très payant dans les derniers mois d'annoncer que l'inflation rediminue. Et comme vous le voyez évidemment à l'écran, eh bien ça, c'est ce que nous avons vécu dans les années précédentes historiques, en 97, dans les années 2000 et autres. Et qu'est-ce qui a suivi? Il y a une augmentation de l'inflation. Donc, nous allons voir une augmentation de la dette, une impression monétaire accentuée et de l'autre côté, une inflation qui va se poursuivre et qui va même accélérer au fil des prochains mois, des prochaines années. C'est inévitable. Donc, la réalité, c'est que certaines personnes dans le marché commencent à comprendre le jeu des banques centrales et vous allez voir que là, on est en train de voir un transfert des capitaux, n'est-ce pas, où les gens quittent les actions de société et vont se réfugier ailleurs, tel qu'il avait été prédit déjà par votre humble serviteur depuis très longtemps, trop longtemps même. Et regardez bien, on est en train de voir ici ce qu'on appelle le money supply, donc la quantité de liquidité qui circule et qui est contrôlée par les banques centrales. Donc, vous voyez clairement qu'il y a eu un ralentissement de la masse monétaire entre janvier 2021 et janvier 2023 et qui, depuis, nous avons une accélération du côté de la masse monétaire qui est mise en circulation par la Banque centrale américaine. Et le graphique que vous voyez ici touche uniquement le dollar américain, la Banque centrale américaine purement. Et là, on est en train de voir une augmentation justement de cette masse monétaire-là. Ce qui est important maintenant de constater, c'est que nous sommes dans un cycle où même au niveau global, il y a une forte augmentation de la liquidité. Donc, une grande majorité des banques centrales d'importance dans le monde actuellement ont tous la même stratégie, c'est-à-dire d'augmenter la masse monétaire dans leur propre devise. Donc, il y a de plus en plus de devises en circulation dans le monde, non seulement le dollar américain, mais les autres devises. Et évidemment que lorsque vous venez dans les marchés mettre énormément de liquidités en circulation, bien, cette liquidité-là se retrouve à acheter des actions d'entreprise, des obligations d'épargne, de l'or, de l'argent et différentes valeurs. Donc, il y a une forte explosion, en fait, des valorisations et ça vient toucher quelle était la question, justement, dans Jean-Philippe. Jean-Philippe qui me dit, comment se fait-il qu'on voit les actions qui continuent de monter? Liquidité internationale partout dans le monde, n'est-ce pas? Donc, la liquidité globale est la raison. Et pourquoi on est en train de voir aussi le prix de l'or augmenter? Pour les mêmes raisons. Et ne perdez pas de vue, et c'est important de comprendre ici, que nous avons déjà démontré dans le passé, lors des vidéos précédentes, que lorsqu'on regarde la majorité des fonds d'investissement au niveau international, les fonds d'investissement détiennent moins de 1% d'or versus les autres actifs qu'ils possèdent en portefeuille. Et là, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est qu'il y a une augmentation du pourcentage des valeurs qu'on vient redistribuer dans les portfolios. Donc, vous comprenez bien que là, on diminue notre position du côté des marchés actions ou autres produits financiers pour augmenter notre exposition au marché de l'or, au marché de l'argent et autres potentielles valeurs refuges. Donc, vous voyez pourquoi actuellement, nous avons un mouvement haussier du côté des actions, tout simplement parce qu'il y a énormément de liquidités disponibles. Donc, comprenez bien que nous sommes à la fin de l'année. C'est la période de l'année où Wall Street tend à bouger le marché à la hausse le plus possible pour se payer des bonis à la fin de l'année, au détriment des investisseurs. Donc, on l'avait déjà couvert. Mettez avec tout ça aussi le fait qu'il y a actuellement des élections à venir du côté des États-Unis au mois de novembre. Donc, on comprend pourquoi la Fed a bougé avec une baisse des taux pour favoriser, évidemment, le gouvernement démocrate qui est en place actuellement. Question de vouloir stimuler davantage. Et malgré ça, ce matin, la confiance des consommateurs aux États-Unis qui est en berne, ce qui a été démontré. Et là, que voit-on dans le marché? Eh bien, on va le regarder en temps réel dans quelques instants, mais j'espère que vous avez bien compris ce qui est en train de se produire. Nous voyons clairement un transfert de prospérité vers des nouvelles classes d'actifs moins risquées dans le contexte économique actuel, dans le contexte politique, avec la guerre actuellement, l'Israël qui va du côté de l'Hezbollah au Liban, après avoir attaqué évidemment la Palestine et autres. On voit évidemment actuellement aussi Zelensky qui est en visite
du côté de la Pennsylvanie pour aller signer en fait des bombes qui vont envoyer sur la gueule des Russes. Donc, tout ça favorise les valeurs refuges actuellement et on va le regarder ensemble dans un contexte où il y a une forte augmentation de la liquidité disponible pour investir et contribuer et stimuler les marchés boursiers. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, où ça devient intéressant, particulièrement pour Bitcoin, vous voyez le même phénomène ici, la ligne blanche qui représente la liquidité disponible dans les marchés boursiers. Donc, c'est ce qu'on appelle le GMI, le Global Liquidity Index. Par contre, regardez le prix de Bitcoin en ce moment. Et quand vous constatez depuis le début de l'année que le prix de Bitcoin a suivi en fait la quantité de liquidité disponible dans le marché, bien, vous voyez clairement qu'on se prépare potentiellement à avoir une forte hausse des liquidités qui vont se transférer du côté de plusieurs actifs tels que les matières premières qui ont déjà démarré le cycle. Mais on voit clairement que Bitcoin est en retard et quand Bitcoin explose, bien, vous savez très bien à quoi vous attendre. On peut avoir une forte augmentation de la volatilité avec un prix à 100 000 $ au début de vers le mois de décembre, potentiellement dans les eaux de 250 000 à 400 000 $ US au mois d'avril-mai l'année prochaine. Encore une fois, ce n'est pas une prédiction. Je ne fais pas de conseils financiers ici, vous le savez, je ne fais qu'émettre mon opinion, tout simplement. Mais nous arrivons dans la période où, après le halving du mois d'avril, généralement, Bitcoin bouge fortement à la hausse dans des conditions favorables à ce que Bitcoin augmente à la hausse, tout simplement parce qu'il y a, encore une fois, énormément de devises fiduciaires qui vont absolument inonder les marchés boursiers internationaux au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, je pense que les graphiques parlent d'eux-mêmes et vous avez une bonne idée de à quoi on peut s'attendre. Maintenant, les dernières nouvelles, toujours pour confirmer mes dires, voici où nous sommes du côté Bitcoin versus les halvings précédents, versus les élections américaines précédentes. Donc, lorsqu'il y a eu les élections de 2016-2017, en novembre, ben, vous voyez clairement dans la ligne bleue comment Bitcoin s'est comporté suivant les élections de 2016-2017. Ensuite, en 2020, voyez le comportement de Bitcoin, la ligne verte, suivant les élections aux États-Unis. Et regardez où nous sommes actuellement dans la ligne blanche versus les élections à venir le 5 novembre prochain. Donc, on peut s'attendre à avoir un énorme mouvement haussier du côté de Bitcoin à partir de 2025, voire même à partir de maintenant jusqu'en 2025 et se poursuivre en 2025 jusqu'en 2026. Donc, j'espère que ça vous donne une perspective intéressante. Maintenant, deux autres points concernant les crypto-monnaies et Bitcoin. Nous avons déjà couvert que les échanges centralisés sont absolument corrompus comme plusieurs autres produits financiers bancaires. Donc, ils vendent énormément de Bitcoin qu'ils n'ont pas en main, ce qu'on appelle des Bitcoins papier. D'où la raison pourquoi j'ai toujours favorisé sur la chaîne ici avec mes partenaires le message de clairement garder vos crypto-monnaies dans vos propres clés storage et de ne pas garder vos crypto-monnaies dans des échanges. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune certitude de réserve, comme quoi qu'ils ont les bitcoins qui circulent dans le marché. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'il y a eu un commentaire qui a été fait de Brian Armstrong qui mentionne, et Brian Armstrong, en passant, est le président de Coinbase. Et Coinbase qui vient clairement dire sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas approuvé, en fait, de preuves de réserve, tout simplement, et qu'ils se fient sur des auditeurs externes tels que KPMG, PricewaterhouseCoopers, pour amener la crédibilité auprès des investisseurs et auprès des clients, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas rassurant quand vous avez Coinbase qui ne présente pas de preuve de réserve. J'espère que vous comprenez bien ce que ça signifie. Et de l'autre côté, s'en est suivi la société BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui demande maintenant à Coinbase, qui est leur réseau d'échange pour leurs achats à travers les ETF, demande à ce que Bitcoin soit tout simplement redirigé. Donc, tous les achats que BlackRock fait au nom de ses investisseurs,
eh bien, BlackRock demande à Coinbase à ce que les bitcoins soient transférés dans une période de 12 heures. Et comprenez bien ce qui va se produire ici. Inévitablement, dans les prochaines semaines et les prochains mois, il y aura un short squeeze au niveau Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il reste potentiellement entre 1,5 million à 2 millions de Bitcoin en circulation dans les échanges, alors que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et comprenez bien, encore une fois, qu'inévitablement, il y aura une exposition de la problématique des bitcoins papier versus les bitcoins réels. Et de là où il y a des tensions qui sont évidentes entre Coinbase et BlackRock, où BlackRock dit, en fait, ici, on ne vous fait pas confiance, Coinbase, on exige quand sur une période de 12 heures, vous nous donnez les bitcoins qui ont été demandés tout simplement, malgré que le président de Coinbase, de l'autre côté, lui, le CEO, qui dit on n'a pas vraiment besoin de faire de preuves de réserve alors que nous sommes audités par des firmes crédibles. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Maintenant, alors, ce que vous attendez tous, et tristement, encore une fois, mon erreur, j'avais une connerie de la semaine à vous présenter et je n'arrive plus à trouver l'image que j'avais en banque. Je vais vous la présenter lors de la prochaine vidéo. Et voici mes commentaires sur ce que nous sommes en train de voir actuellement. Donc, on va commencer avec l'or. L'or qui est en train de carrément exploser face à toutes les devises d'importance. Je l'ai présenté dans notre fil Telegram dans la dernière semaine. Il a maintenant défoncé son sommet historique versus la livre sterling anglaise, versus le franc suisse, versus l'euro, versus le dollar canadien, versus le yen japonais. Écoutez, c'est pas compliqué. L'or a la faveur des investisseurs. Et encore une fois, ce n'est qu'un début. Pourquoi? À vous rappeler ce que je vous ai dit plus tôt, la grande majorité des fonds d'investissement possèdent à peu près 1% d'or versus 99% de produits financiers. Donc, il y a une recapitalisation à faire et bouger en fait les capitaux. Donc, même si nous sommes en train de voir actuellement une hausse du côté de l'or, c'est encore très infime versus très petit versus ce que l'on peut voir comme potentiel pour les semaines et les mois à venir. On doit augmenter du côté des fonds d'investissement leur exposition à l'or. Maintenant, comprenez bien qu'ils utilisent des produits dérivés, donc de l'or papier, parce que lorsqu'ils font des transactions papier, ils sont rémunérés, ils sont commissionnés sur les transactions, souvenez-vous. Donc, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le prix papier augmente, mais ce qui nous importe le plus ici, c'est de vérifier le prix de l'or physique parce qu'il s'amenuise. Vous avez compris cette logique-là si vous nous suivez déjà depuis très longtemps. Et là, on est en train de voir l'argent prendre sa force. L'argent qui est toujours en retard, mais lorsqu'il commence à bouger, il bouge très rapidement, il augmente avec la volatilité pour suivre le prix de l'or. C'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, la charte la plus importante. Donc, l'or aujourd'hui, 23 $ l'once, pratiquement 1% d'augmentation versus le dollar américain versus les autres devises. L'argent qui prend 1,37 pour retourner à son sommet précédent qui n'est toujours pas dépassé pour l'instant, en direction du sommet historique et dans les autres 47 $ US. Donc, très belle position du côté de l'argent. Encore une fois, heureux à tous ceux qui ont été patients depuis les dernières années, qui se sont positionnés aujourd'hui. On va en récolter les fruits au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Ce mouvement-là ne fait que démarrer. Ça va être intéressant de suivre le comportement des sociétés minières dans l'or, l'argent et les autres ressources naturelles, que ce soit le palladium, le cuivre et autres. Donc, à suivre. Je sais qu'Éric aussi travaille très fort au niveau de l'analyse pour pouvoir produire des lettres qui vont être vraiment pertinentes dans le contexte que nous sommes en train de voir. Maintenant, voici ce qui pour moi est le plus important. Dans la dernière semaine, lorsqu'il y a eu des corrections de marché dans les actions traditionnelles des sociétés, on a vu l'or continuer de bouger à la hausse quand même. Et là, nous sommes en train de voir que le marché stagne. Encore une fois aujourd'hui, très, très peu de mouvement. Nasdaq, un demi-point. Le S&P 500, 0,18% d'augmentation.
Et malgré tout, nous avons le double de l'intérêt du côté de l'or à 0,87 aujourd'hui. Vous voyez la tendance. Donc, si nous voyons cette rupture-là se poursuivre, titre de la vidéo d'aujourd'hui, où vous voyez clairement qu'il y a une diminution de la valeur des actions de société ou qu'il y a une stagnation et de l'autre côté, on continue de voir l'or, bien, vous avez bien compris l'analogie ici où les fonds d'investissement, les portefeuilles sont en train de recalibrer, comme je le mentionnais un peu plus tôt, les actifs pour favoriser les valeurs refuges. Donc, tout ça a démarré un peu avant la nouvelle des taux d'intérêt, mais vous voyez clairement que la direction est en train de se mettre en place versus les baisses de taux d'intérêt annoncées qui vont se poursuivre. Okay? Ils n'ont pas le choix de continuer de faire de l'impression monétaire, diminuer les taux d'intérêt dans le but de continuer la consommation actuelle. La réalité, c'est que les pertes d'emploi augmentent, les gens ne sont pas plus riches qu'ils ne l'étaient et qu'au bout du compte, si la confiance des consommateurs s'amenuise, ça diminue la consommation. Si ça diminue la consommation, toutes les stimulations que nous sommes en train de voir qui sont mises en place par la Fed, incluant une baisse des taux, n'auront pas l'impact escompté. Et tout ce qui va rester, c'est, encore une fois, on va gonfler la bulle inflationniste, on va continuer de stimuler les sociétés avec des actions d'entreprise. Donc, le marché boursier va continuer de monter jusqu'à temps qu'il s'effondre. Et on va voir exactement la même chose se produire dans des classes d'actifs telles que Bitcoin, les matières précieuses et autres. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous, alors que c'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, l'outil essentiel à surveiller dans les prochaines semaines, je vous le présente, c'est le dollar index. Donc, le comportement du dollar américain versus les autres devises d'importance actuellement et constater où nous sommes. Et si nous passons justement à la ligne jaune que j'ai mis à l'écran, il y aura inévitablement une augmentation, encore une fois, de l'accélération de l'or, de l'argent et d'autres classes d'actifs en conséquence de la monnaie qui s'effrite. J'espère que vous comprenez bien l'impact ici. Nous sommes en consolidation depuis le début de 2023. Ça fait plus de 24 mois, en fait, que le range du dollar américain versus les autres devises demeure, comme vous le voyez à l'écran. Mais nous sommes en train de tester un plus bas qui a été touché au mois de juillet 2023 après avoir fait un plancher. On est retourné tester en janvier 2024 et là, on y retourne à nouveau. Donc, augmentation de la masse monétaire, diminution du pouvoir d'achat, par le fait même, diminution de la valeur du dollar américain sur le marché. Même chose avec les autres devises fiduciaires, augmentation de l'or, augmentation de l'argent et augmentation des ressources naturelles. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Et Bitcoin qui continue son mouvement haussier actuellement à 63 680 $ US avec le retard à rattraper tel que je vous l'ai mentionné versus le Global Liquidity Index. Donc, un contenu que je considère de qualité aujourd'hui. Tout ça livré en quelques minutes. J'espère que vous allez apprécier. Passez une belle semaine. On se revoit bientôt. Amusez-vous bien et vous savez quoi faire. Salut tout le monde. Bye bye, à la prochaine.